Bonjour à tous, merci d'être présents à cette 4e conférence forum de l'année. Merci à Mazar qui nous permet de réaliser ces conférences. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Duval, le rédacteur en chef du magazine Alter Eco, référence en la matière. Donc j'invite sur scène Pierre, accompagné de Tiffaine et Monsieur Duval, s'il vous plaît. Et on va débuter cette conférence avec le pupitre d'Eva. Monsieur Guillaume Duval, au nom de toute l'équipe de Forum, merci tout d'abord pour avoir accepté notre invitation. Dans cette salle, nombreux sont ceux qui ont découvert votre nom au lycée ou en intégrant une classe préparatoire. On ne compte en effet effectivement plus les professeurs et manuels d'économie, adeptes d'alternatives économiques, mensuels, dont vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef. Sa qualité d'analyse n'est plus à démontrer, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il constitue même une source récurrente de sujets du baccalauréat. Concernant votre parcours, rappelons que vous avez commencé votre carrière en tant qu'ingénieur, et suite à votre diplôme, obtenu en 1975 aux Arts et Métiers de Bordeaux, vous avez travaillé pendant plusieurs années, 13 si je ne m'abuse, pour de grandes multinationales, et en particulier dans le secteur industriel allemand. Ce parcours semble avoir quelque peu forgé votre perception de l'économie contemporaine, comme le reflète par exemple votre ouvrage « L'entreprise efficace, la seconde vie du taylorisme », paru en 1998 aux éditions de la Découverte, ou alors « Made in Germany, le modèle allemand, au-delà des mythes », paru plus récemment en 2013 aux éditions du Seuil. En tant que journaliste, votre ligne éditoriale se veut très critique vis-à-vis du néolibéralisme. Alter Eco se revendique d'ailleurs explicitement de gauche. Ainsi, on dénote une volonté affirmée de placer les problématiques liées aux enjeux collectifs et sociaux de notre modèle économique au premier rang, c'est-à-dire au devant des intérêts des sphères du business et de la finance. Alter Eco a d'ailleurs été fondé en 1980 par Denis Clerc, un professeur agrégé d'économie, en réaction au slogan de Margaret Thatcher « There is no alternative ». Le tirage est aujourd'hui estimé à environ 1 million d'exemplaires par an, et même si le projet a grandi au fil du temps, Alternatives économiques demeure une société coopérative et participative, c'est-à-dire que le magazine n'est associé à aucun groupe de presse et vit essentiellement de ses ventes. En bref, vous écuyez une équipe audacieuse et solidaire, à la ligne éditoriale marquée et dont la liberté d'expression se veut à l'abri de toute influence financière. Cependant, vous devez parfois faire face à quelques critiques. En 2008, par exemple, la rédaction du Figaro vous reproche explicitement de donner une dimension biaisée, trop altermondialiste, au programme d'histoire. De même, l'IFRAP, puissant think tank libéral, et certains de vos concurrents de l'univers de la presse économique, comme Capital ou Les Échos, vous accusent de chercher à véhiculer un certain mépris envers les entreprises et les entrepreneurs par le biais de l'éducation nationale. Alter Eco serait ainsi en partie responsable de la défiance croissante des étudiants, si influençables, envers les principes de l'économie de marché. Je pourrais m'étendre sur ces dénonciations, mais ce serait au risque de froisser une grande partie de notre public qui, bien qu'ayant rigoureusement assimilé ces programmes d'éducation français, se trouve étonnamment aujourd'hui ici, à l'EM Lyon, temple de l'initiative entrepreneuriale. J'aimerais en revanche conclure ce pupitre en abordant une autre dimension de votre travail journalistique qui me tient particulièrement à cœur, car bien que capitaine d'Alter Eco, le mensuel ne représente à mes yeux que la face visible de l'iceberg de votre activité. Quiconque vous connaît n'est effectivement pas sans savoir que les réseaux sociaux regorgent de vos publications très sérieuses et aux vertus éducatives toujours aussi incontestables. Je vous laisse le constater par vous-même sur l'écran derrière vous. Monsieur Duval, merci encore une fois et bonne conférence. Donc, bonsoir à tous. Pour vous expliquer rapidement, la conférence va se diviser en 3 parties. Une première partie sur les premiers livres de M. Duval sur l'économie libérale de manière générale.
Ensuite, une deuxième partie sur l'économie aujourd'hui en Europe, ce qui ne va pas, ce qu'on peut faire, les a priori qu'on peut avoir sur un pays comme l'Allemagne. Et enfin, la troisième partie, la plus importante en termes de temps, sur l'économie en France et les programmes des futurs candidats aux élections présidentielles. Bonsoir à tous. Tout d'abord, dans votre livre « Le libéralisme n'a pas d'avenir », vous expliquez que selon vous, les relations non marchandes dans nos sociétés sont finalement plus importantes que les relations marchandes, ce qui peut paraître assez paradoxal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bonjour, et tout d'abord, merci à l'association Forum et merci pour cette invitation. C'est toujours avec plaisir et intérêt qu'on se soumet à ce genre d'exercice. D'abord parce que ça permet de faire connaître Alternative économique, mais aussi parce qu'on apprend beaucoup dans ces échanges. Et merci beaucoup pour cette présentation très sympathique. Donc oui, une des thèses centrales que j'ai défendues, qu'on défend dans Alternative économique, c'est que le libéralisme est contresens de l'histoire, pour une raison assez simple, c'est que ce qui caractérise nos sociétés et nos économies, c'est de plus en plus, et vous avez dû en entendre parler beaucoup, ce qu'on appelle la division du travail. C'est-à-dire que pour produire efficacement des biens et des services, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes, d'organisations qui interviennent pour la production d'un bien ou d'un service. C'est la principale différence avec les modes de production anciens qui étaient essentiellement artisanaux ou dans le cadre de la production domestique où chacun faisait un peu tout. Ce qui a caractérisé le développement des sociétés et des économies modernes, et c'est Adam Smith qui l'avait isolé d'abord, c'est le développement de la division du travail. Quand il y a division du travail, ça veut dire qu'il faut coordonner des gens et des organisations tout au long d'une chaîne, sur des espaces importants, dans un temps important. Et dans ces conditions-là, l'économie ne peut marcher correctement que si on entoure cette économie de beaucoup de ce que les économistes appellent des biens publics. C'est-à-dire que c'est des machins qui doivent être là partout pour que l'économie puisse bien fonctionner. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte jusque-là que ces biens publics, on ne pouvait les produire que par l'action publique. Alors il y a des choses qui sont très classiques sur lesquelles à peu près tout le monde est d'accord, comme la sécurité par exemple, enfin, sauf aux États-Unis où ils considèrent que chacun peut porter des armes et assurer sa propre sécurité, mais dans à peu près tout le monde, on est d'accord pour dire que c'est l'État qui doit assurer la sécurité. C'est vrai que les riches, ils sont assez riches pour pouvoir se payer, enfin pour pouvoir vivre dans des zones protégées avec des caméras de télévision à toutes les entrées, des barbelés partout, des gardiens aux portes, etc. Mais enfin, si ils ne peuvent plus sortir de leur lotissement protégé et aller dans la rue pour se promener sans se faire attaquer, ça ressemble beaucoup à une prison, même si c'est une prison dorée. De la même manière, les boîtes sont assez riches pour se payer des gardiens dans leurs entrepôts, etc. Mais si leurs camions se font attaquer dès qu'ils vont sur l'autoroute, on n'est pas aidé pour l'activité économique. Donc ça fait très longtemps qu'on considère que la sécurité, c'est une prérogative publique, et c'est une prérogative publique très importante. Mais dans des sociétés où la division du travail est très poussée, c'est aussi le cas, par exemple, de la justice. Donc il faut forcément des contrats, il faut forcément beaucoup d'accords entre des acteurs différents, donc il faut aussi des structures pour gérer les désaccords, les problèmes, etc., etc. Par exemple, on est un pays en France où on dépense 2 fois moins que l'Allemagne ou l'Angleterre pour entretenir nos tribunaux. Je ne pense pas que ce soit un avantage compétitif pour la France qu'on ait une justice qui soit tellement dans la misère et qu'on ait des dépenses publiques en matière de justice qui soient aussi faibles dans le contexte où on est. Et c'est pareil pour l'éducation. Si vous voulez, les gens riches peuvent se payer l'éducation, y compris ici, éventuellement, etc. Mais si les gens pauvres ne sont pas bien éduqués dans une économie,
Ça veut dire que l'ensemble de la main-d'œuvre aura une mauvaise qualification et cette économie ne sera pas performante. Donc on s'est rendu compte depuis le 19e siècle dans la plupart des pays développés qu'il fallait de l'éducation publique pour que même les pauvres et les enfants de pauvres soient formés. Et Dieu sait si on n'y arrive pas très très bien pour l'instant en France, et c'est un des principaux problèmes, mais on y reviendra sans doute quand on parlera plutôt de la France à la fin. Donc, et c'est pareil aussi pour la santé, si vous voulez. Le problème, c'est qu'un microbe se fiche pas mal de combien gagnent les gens sur lesquels ils sont. Donc, les riches peuvent se payer des docteurs, mais si les pauvres ne sont pas soignés, même les riches ont tendance à être plus souvent malades. Il y a de la ségrégation spatiale entre les riches et les pauvres, mais quand même, les riches et les pauvres ont une certaine tendance à se croiser, ne serait-ce que parce que les pauvres ont une certaine tendance à aller travailler pour les riches. Donc si les pauvres ne sont pas soignés, les riches sont plus souvent malades, et c'est un problème. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays développés, on a mis en place des systèmes de santé publics, etc. Même aux États-Unis, donc vous venez de voir les derniers épisodes, les républicains voulaient revenir dessus, mais ils n'ont pas trouvé le moyen parce que c'était vraiment quand même trop inacceptable de revenir sur le système qui n'est pourtant pas parfait, qui avait été construit avec l'Obamacare. Et ça, c'est une logique qui continue à s'étendre, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de biens publics pour que nos sociétés, nos économies qui sont de plus en plus fragiles, fonctionnent bien. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut de plus en plus de dépenses publiques pour que les sociétés fonctionnent bien. Ce n'est pas du tout les dépenses publiques contre les dépenses privées, ce n'est pas du tout les dépenses publiques aux dépens de l'activité privée lucrative, etc. Il faut de plus en plus de dépenses publiques pour que l'activité privée lucrative puisse se dérouler correctement et dans de bonnes conditions. Et si vous regardez, donc je ne sais pas si ça fait partie des graphes que vous avez prévu de monter ou pas, mais si vous regardez ce qui s'est passé en Turquie au cours des dernières décennies, si vous regardez ce qui s'est passé en Corée au cours des dernières décennies, le premier signe, le signe le plus important que ces pays sont en train d'émerger, ou ont émergé pour certains d'entre eux, comme la Corée, c'est sûr, c'est la montée très impressionnante des dépenses publiques dans le PIB. Alors après, cette dépense publique, elle ne prend pas, mais on y reviendra sans doute si on parle notamment de la France, elle ne prend pas la forme, je veux dire, la dépense publique, c'est pas purement de l'État employeur-producteur, c'est pas l'Union soviétique, si vous voulez. La dépense publique, pour l'essentiel, dans un pays comme la France, c'est de l'argent que l'État prend d'un côté, donne directement aux gens, et il le dépense sur le marché auprès d'acteurs privés, assez souvent. L'État employeur-producteur, ce qu'il produit lui-même comme service, ça reste relativement limité, c'est moins de la moitié des dépenses publiques chez nous en France, si vous voulez, on n'est pas du tout, quand on continue à penser l'économie, généralement sous l'angle tout ce qui n'est pas privé est public, et tout ce qui est privé est pas et tout ce qui est privé ne dépend pas du public. En fait, on est déjà dans des économies qui sont un continuum très important. Vous avez du privé concurrentiel pur, et ça je dirais que c'est devenu très marginal dans nos sociétés, dans nos économies, c'est en fait les marchés sur les places de village en gros. Vous avez ensuite du privé concurrentiel mais très régulé, avec de plus en plus ce qu'on appelle les autorités de régulation qui interviennent dans de plus en plus de secteurs où on ne peut pas tout faire, où quand une boîte en rachète une autre, il faut une autorisation, où les tarifs sont contrôlés, etc., etc. Et vous avez du public qui est en fait de la délégation du service public à des entreprises privées. Donc on est un pays par exemple où la santé est assez couverte par le public, mais où les services de santé sont rendus pour une part non négligeable par des acteurs privés qui sont les médecins libéraux. Hein, c'est au Royaume-Uni, par exemple, que la médecine est vraiment publique, ou en Espagne, mais pas en France. Et de la même manière, vous connaissez beaucoup dans les services publics locaux, donc pour l'eau, pour les déchets, etc., c'est souvent des délégations de services publics, c'est-à-dire que c'est une mission de service public, c'est assuré, c'est encadré par l'action publique, mais les services sont rendus par des entreprises privées.
Et donc, au bout du bout, vous avez des entreprises vraiment publiques et le secteur public avec des employés publics, etc., etc. Et ça ne représente qu'un bout de l'action publique et qu'un bout des dépenses publiques et un bout qui est très minoritaire en France et en général assez minoritaire dans tous les pays. Donc oui, pour répondre à votre question de tout à l'heure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les sociétés, dans les économies où on vit, en fait, il faut de plus en plus d'actions publiques pour que l'action privée à but lucratif reste possible. C'est ça le paradoxe, et c'est pour ça que les libéraux qui veulent absolument toujours limiter l'action publique, limiter les dépenses publiques, etc., nous tirent une balle dans le pied, et je le tire en tout cas aux entreprises privées elles-mêmes. Alors ce qu'il y a de clair, c'est que les entreprises privées et les acteurs privés ont toujours tendance à vouloir moins de dépenses publiques, moins de taxes, etc. C'est tout à fait légitime. C'est vrai que c'est toujours leur intérêt individuel en tant qu'acteur de payer moins d'impôts, etc., etc. Mais ce n'est pas leur intérêt collectif de faire en sorte que l'action publique soit trop affaiblie, parce que justement, si elle devient trop affaiblie, l'activité privée ne marche pas. Mais du coup, comment on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, justement, on va plutôt dans le sens de l'ultralibéralisme, avec les marchés qui continuent toujours à être non encadrés, non régulés, et à faire du privé pur et du compétitif pur. Donc, je pense qu'on est plusieurs à être d'accord avec ce que vous dites, justement, sur cette nécessité d'une action publique, mais comment on peut faire aujourd'hui, en fait, pour y arriver, et à quoi ça ressemblerait? Voilà, un monde, justement, où ça serait bien régulé et où il n'y aurait plus ce problème avec l'ultralibéralisme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le capitalisme, c'est un système génial pour mettre sur le marché des produits innovants, pour inventer des nouveaux trucs qui n'existaient pas, etc., pour pousser les entreprises à produire plus efficacement, à augmenter la productivité, à trouver des nouvelles voies pour faire des économies, etc., etc. Le problème, c'est que le capitalisme, il y a un truc qui ne sait pas bien faire tout seul, c'est faire en sorte qu'il y ait suffisamment de gens, suffisamment riches, pour acheter tous les trucs qu'on est capable, nouveaux qu'on est capable de produire, et de produire en plus de plus en plus efficacement. Donc ça, c'est un problème qui a toujours existé. Donc si vous voulez, le capitalisme, c'est quand même un truc qui a inventé quelque chose qui n'existait pas du tout avant, c'est la crise de surproduction. Avant le capitalisme, quand il y avait une crise, c'était parce qu'on n'avait pas produit assez pour nourrir tout le monde. C'était des crises de sous-production. C'est quand même le capitalisme qui a inventé ce truc absolument génial et complètement fou, qui est qu'on est en crise parce qu'on est capable de produire trop de trucs que pas assez de gens peuvent acheter. Donc c'est ça qui a créé des crises au 19e siècle, au 20e siècle, notamment la crise de 29, etc. Donc on avait trouvé des solutions dans un cadre national qui était justement de développer des systèmes sociaux qui faisaient en sorte qu'il y avait suffisamment de demandes, que les salaires ne baissaient pas trop, qu'il y avait des salaires minimums, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 70, avec la crise du pétrole et puis aussi parce qu'on n'arrivait plus à maîtriser l'inflation dans ces systèmes-là, on a libéralisé les échanges à l'échelle mondiale. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans la situation où on était au 19e siècle dans le cadre national. C'est-à-dire qu'en particulier, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait des grandes masses démographiques des pays du Sud, des gens des pays du Sud, qui voulaient entrer à leur tour dans la production marchande, etc. Et donc ça a relancé ce qu'on appelait comme l'armée de réserve, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui cherchaient du boulot que du boulot à donner, et donc ça a tiré tous les salaires à l'échelle mondiale vers le bas, et ça a posé des problèmes, si vous voulez. Le fait que les pays du Sud se développent, surtout à l'alternative économique, on n'a vraiment rien contre, et on pense que l'économie, c'est pas un gâteau qu'on se partage et un jeu à somme nulle. Le fait que les autres aillent mieux, que les Indiens, que les Chinois puissent manger à leur faim, qu'ils aient de l'éducation, qu'ils aient de la santé, etc., c'est pas du tout un problème pour nous. Ça pose des problèmes sérieux parce qu'il y a une partie de l'économie qui est quand même un jeu à somme nulle, c'est les matières premières non renouvelables et les énergies fossiles, mais je pense que vous aviez prévu d'y revenir à un moment ou à un autre. Mais pour tout le reste, c'est pas forcément un problème. Le problème qu'il y a eu,
c'est que les gens des pays du Sud, enfin les pays du Sud, se sont mis à produire de plus en plus, mais ils n'ont pas consommé autant en plus qu'ils produisaient en plus. Si vous voulez, dans les manuels d'économie, quand on parle de pays en développement, quand on parle de pays développés, on vous dit c'est des pays riches, où il y a beaucoup d'épargne, où il y a relativement peu d'investissement, et donc c'est des pays qui sont en excès d'épargne. Et un pays en développement, c'est l'inverse, c'est des pays pauvres, où on commence à consommer, où on investit beaucoup, où il y a relativement peu d'épargne. Donc, dans les manuels d'économie, l'économie mondiale, ça fonctionne de la manière suivante. Vous avez de l'excès d'épargne dans les pays riches qui va financer le développement et l'investissement dans les pays du Sud, qui sont en sous-épargne et qui importent de l'épargne. Ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est que ça s'est passé exactement à l'inverse. C'est-à-dire que dans les pays du Nord, la pression sur les salaires a fait que les revenus ont stagné, etc. Mais les gens ont maintenu plus ou moins leur consommation, etc., en s'endettant. Donc les pays du Nord se sont endettés de manière croissante, principalement les États-Unis, depuis 30 ou 40 ans. Et c'est paradoxalement l'épargne des pays du Sud qui a financé les pays du Nord. C'est-à-dire que les pays du Sud ont eu des excédents extérieurs de plus en plus importants, particulièrement la Chine. Donc ils se sont mis à produire beaucoup et ils ont consommé plus qu'avant, mais pas autant qu'ils produisaient en plus. Et c'est ça le grand déséquilibre qui est à l'origine de la crise financière elle-même, c'est-à-dire que l'endettement croissant des pays du Nord et des Américains en particulier a plus été supportable. Tandis que justement les pays du Sud étaient de plus en plus réticents à continuer à financer les pays du Nord. Donc c'est ça le déséquilibre qu'il y a eu depuis 40 ans de manière croissante lié à cette libéralisation des échanges à l'échelle internationale. Je ne suis pas sûr du tout que ça continue. Le dernier bouquin que j'ai fait, c'est sur les quelques raisons de ne pas désespérer. Ça fait partie des raisons qu'il y a de ne pas désespérer, c'est que je pense que ce déséquilibre ne va pas continuer. D'abord parce que les principaux acteurs qui étaient à l'origine de ce déséquilibre, c'est notamment les multinationales, qui ont pu jouer dans ce contexte-là les territoires les uns contre les autres sur le plan des normes sociales, environnementales, etc. etc. Elles ont échappé assez largement à toute forme de régulation depuis 40 ans, mais là maintenant, je pense qu'on est dans une phase où on peut commencer à les re-réguler pour deux raisons. D'une part, sur le plan des paradis fiscaux qui ont joué un rôle très important dans ces affaires-là, les États riches, enfin les grands États, sont dans une telle situation sur le plan des finances publiques qu'ils sont obligés de reprendre la main, obligés de contrôler ces trucs-là. Les paradis fiscaux, c'est pas une affaire très compliquée, hein. C'est toujours des tout petits États qui n'ont aucune surface géopolitique, aucune défense, etc. etc. Si on veut les mettre au pas, c'est très simple. Je veux dire, si l'Allemagne et la France se mettent d'accord, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de divisions pour que le Luxembourg adopte une autre politique fiscale. C'est pas un problème. C'est pas un problème non plus de savoir ce qui s'y passe, hein. C'était beaucoup plus compliqué du temps où ça se faisait avec des valises de billets, avec des transactions électroniques, quand M. Snowden et la NSA nous ont montré que quand on veut savoir, on sait assez facilement. Donc, ce qui s'est passé jusque-là, c'est que les dirigeants des pays riches n'ont pas voulu résoudre la question des paradis fiscaux pour ne pas faire de peine à leurs riches et pour ne pas faire de peine à leurs multinationales. Mais là maintenant, je pense que ça c'est fini et on est en train de régler cette question-là. Et d'autre part, l'autre chose qui est très importante, c'est l'émergence des multinationales chinoises, indiennes, etc. sur les marchés mondiaux. Les multinationales occidentales, américaines et européennes se sont battues depuis 40 ans pour ne pas avoir de normes sociales et environnementales contraignantes à l'échelle mondiale. Mais ça, c'était possible parce qu'elles étaient toutes seules. Maintenant qu'il y a des multinationales chinoises, indiennes, etc., qui viennent les concurrencer sur nos marchés, je crois qu'elles vont devenir elles-mêmes demandeuses de normes sociales et environnementales mondiales, parce qu'elles sont quand même plus soumises à la pression des consommateurs, des ONG, etc., elles que les autres,
et pour égaliser la concurrence, elles vont avoir besoin de ça. L'autre truc qui est important et qui me fait être plutôt optimiste sur l'évolution de la mondialisation dans le futur, et notamment de la régulation de la mondialisation, c'est que le principal source de déséquilibre, ça a été la Chine, sous l'angle que je décrivais tout à l'heure, des gens qui produisent de plus en plus sans consommer plus, et les Chinois en ont marre. Ils sont en train de changer de modèle, ils ont même déjà bien commencé à changer de modèle, à tourner leur modèle économique vers la consommation intérieure. Et alors je ne suis pas sûr que ça se passera bien pour eux parce que ça paraît plus simple. Donc les Américains, ils doivent se serrer la ceinture, apprendre à épargner un peu et arrêter de vivre en dessous de leurs moyens. Et les Chinois, c'est l'inverse, ils doivent se desserrer la ceinture, apprendre à consommer ce qu'ils produisent, etc. Ça paraît vachement plus simple à faire dans ce sens-là. Ça ne l'est pas forcément parce qu'il y a des équilibres sociaux et politiques qui sont très fragiles derrière. Et ça pourrait secouer beaucoup à l'intérieur de la Chine autour de ça. Mais en tout cas, je crois que c'est bien engagé, ça ne reviendra pas en arrière. Et je ne crois pas qu'il puisse exister d'autres zones au monde qui soient capables de jouer le même rôle que la Chine en termes de déséquilibres mondiaux dans le futur. L'Inde, c'est aussi important que la Chine en termes de population, c'est même plutôt plus important pour les années qui viennent. Mais il y a quand même une énorme différence entre l'Inde et la Chine. C'est que la Chine, c'était une dictature, l'Inde, c'est une démocratie, même si c'est imparfait. Et dans une démocratie, on n'arrive pas à faire ce que la Chine a fait depuis 40 ans. Si vous voulez, le développement économique, c'est quelque chose qui est très difficile à faire dans un cadre démocratique, ce que Marx appelait l'accumulation primitive du capital, parce que le développement économique, ça consiste à faire que vous avez un pays qui est pauvre, mais où, quand vous enrichissez, il ne faut pas que les gens consomment, il faut qu'on continue à investir beaucoup. Tout le surplus doit être investi pour des infrastructures, des usines, de l'éducation, etc., et pas consommer. Ça, c'est quelque chose qui est possible dans un cadre autoritaire, mais c'est très difficile dans un cadre démocratique, parce que dans un cadre démocratique, les dirigeants ont une certaine tendance à lâcher la bride à la consommation juste avant les prochaines élections pour ne pas les perdre. Donc les Chinois ont réussi pendant 40 ans à tenir dans un cadre autoritaire cette accumulation primitive. Les Indiens, c'est très difficile parce que justement, il n'y a pas cet état fort derrière. C'était pareil pour la Corée. La Corée a fait son décollage dans un cadre très autoritaire aussi. Donc je ne crois pas que l'Inde puisse jouer ce rôle dans le futur. Donc une des grandes questions du XXIe siècle, c'est qu'est-ce qui va se passer en Afrique subsaharienne, parce que sur le plan démographique en particulier, c'est la zone qui est toujours en forte croissance. Mais là, c'est pareil, je ne crois pas que l'Afrique puisse jouer le rôle de la Chine vis-à-vis du reste du monde en termes de production, etc., pour les mêmes raisons, parce que les États africains sont plutôt plus faibles que l'État chinois. Donc je ne crois pas que les déséquilibres de la mondialisation qu'on a connus depuis 40 ans, si vous voulez, on a toujours tendance à penser le futur comme l'extrapolation du passé immédiat, quoi. Ça va continuer comme ça a été au cours des dernières décennies. Je crois que ça ne va pas se passer comme ça. Il y a une dernière raison aussi que ça a des chances de ne pas se passer comme ça, c'est évidemment ce qui se passe sur le plan environnemental. Je ne suis pas sûr du tout qu'on réussisse à surmonter la crise environnementale dans laquelle on est, mais en tout cas la seule chance qu'on ait de le faire, c'est de réguler très étroitement l'activité économique à l'échelle mondiale. Toutes les histoires de maîtrise des émissions de CO2, c'est à la base, c'est la régulation de l'économie mondiale, de l'activité économique dans tous les pays du monde de manière très coordonnée à l'échelle mondiale. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais en tout cas, je suis sûr que si on veut avoir une chance de surmonter la crise écologique, il faudra de toute façon aller dans ce sens-là. Donc, en parlant justement de régulation écologique, par exemple, on va faire la transition sur l'Europe. Et avant de parler justement de cette nécessité que vous pensez d'une transition écologique en Europe, j'aimerais savoir pourquoi vous pensez que l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe marché, ne peut pas fonctionner, sachant que on voit aujourd'hui les blocages qu'il y a pu avoir, mais quand même, en 40 ans, on a pu observer de nombreux développements économiques pour les pays européens. Il y a un enrichissement quand même assez global des pays européens. Oui, donc vous savez qu'on
On fête là en ce moment les 60 ans du traité de Rome. Je pense que, enfin, un certain nombre d'entre vous connaissent un peu la préhistoire. Si vous voulez, la préhistoire de ce machin-là, c'est la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc juste après la guerre, on prend des mesures assez planificatrices. C'était pas du tout une Europe libérale qui était en train de se construire, c'était une Europe qui mettait en commun de manière assez planificatrice les richesses principales de ce moment-là, qui étaient le charbon et l'acier. Vient ensuite l'idée de on va faire une communauté européenne de défense, on va faire une armée commune, donc c'est la guerre froide, etc. On se demande comment arrêter Staline et ce qui se passait à l'est de l'Europe. Donc l'idée c'est on va faire une armée commune. Mais cette idée se fracasse sur le Parlement, enfin c'est une idée française à la base qui se fracasse sur le Parlement français parce qu'en 1954, 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée qu'il y a un général allemand qui commande des soldats français ne passe pas très bien dans la population. Donc ensuite, pour continuer à aller plus loin, donc les pères fondateurs, comme on dit, se disent « oulala, c'est très compliqué de faire de la politique ensemble, de transférer de la souveraineté, des drapeaux, des armées, des machins, des trucs. On va faire un truc plus simple, on va faire des affaires ensemble, et à force de faire des affaires ensemble, on va tellement bien s'aimer, etc., que ça va nous amener à faire de la politique ensemble. » Donc c'était ça l'idée du marché commun, qui a été en plus accentuée à la fin des années 90, et quand la France, l'Allemagne ou l'Italie sont obligés de les suivre sur les taux de fiscalité, ils n'arrivent jamais à attirer suffisamment de riches et d'entreprises supplémentaires pour compenser les pertes de recettes fiscales qu'ils ont en interne. Donc ce qui fait que c'est très compliqué à régler, c'est que non seulement c'est un jeu perdant-perdant, mais c'est un jeu qui est plus perdant pour les grands États que pour les petits. Or, on est dans un système politique, au niveau de l'Union européenne, qui repose quand même beaucoup sur la logique un État, une voix. Donc un commissaire européen par pays, même au sein du Parlement européen, il y a des très forts déséquilibres entre les petits pays et les grands. Je pense qu'un député maltais doit représenter 2 ou 3 fois moins d'habitants qu'un député allemand, etc., etc. Et puis il y a toujours l'unanimité sur les questions fiscales en particulier, des choses comme ça. Donc on est dans un système politique qui fait que ça ne peut pas marcher bien sur le plan économique et que c'est très difficile à réparer. Et c'est parce que ça ne marche pas bien sur le plan économique qu'on n'arrive pas justement à mettre en route ce spillover, que l'Union européenne est plutôt de plus en plus décriée et tout ça. Alors dans ce contexte, excusez-moi je suis long dans mes réponses, mais il y a quand même eu une rupture majeure qui est une rupture avec l'Europe marché, avec l'Europe libérale, c'est l'euro. Donc l'euro, c'est un vrai spillover, c'est-à-dire que c'est un vrai transfert de souveraineté, d'un élément important de la souveraineté des États, la monnaie, vers l'échelon européen. Donc là, c'est une vraie rupture par rapport à cette logique d'Europe marché. On se donne d'outils de politique économique commune. Je veux dire que ça a plutôt bien marché, malgré tout ce qu'on peut voir et dire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'euro, si l'Europe existe encore à l'échelle mondiale, c'est pas à cause de sa politique extérieure commune, ou c'est pas à cause de sa politique de défense, c'est parce qu'elle a une monnaie commune, c'est pour ça qu'elle compte encore dans le concert des nations, des blocs, etc. à l'échelle internationale. L'autre chose, c'est que l'euro a permis pour la France, pour l'Europe, et c'est d'ailleurs été un peu la cause de la crise allemande, une baisse très forte des taux d'intérêt. Alors c'est pas vous, mais vous pouvez demander à vos parents à combien ils empruntaient dans les années 90 pour acheter une maison ou des trucs comme ça. C'était avec 2 chiffres, les taux d'intérêt étaient avec 2 chiffres, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Ça a eu beaucoup d'avantages, mais ça a été fait dans des mauvaises conditions en termes de structure, etc., de conditions de construction de la zone euro qui ont abouti à la crise de la zone euro. Mais en soi, ça a été vraiment un transfert de souveraineté vers l'échelle européenne et une rupture avec l'Europe marché. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut continuer à construire aujourd'hui pour aller plus loin dans l'intégration de la zone euro, pour sortir justement de ces déséquilibres de l'Europe marché. Alors, il y avait une deuxième partie dans votre question que je n'ai pas du tout traitée, mais même si je suis très long, je vais quand même le faire maintenant. C'est sur la transition énergétique.
Alors là, c'est très important de comprendre une chose particulière. C'est de toute façon, la crise écologique, ce sera la grande question du XXIe siècle. Ce sera la question qui vous occupera, vous et vos enfants, etc. On vous laisse un monde qui est dans un état déplorable sur ce plan-là, excusez-nous, et ça va être très compliqué. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est encore plus compliqué et encore plus une urgence pour la France et pour l'Europe que pour tout le reste du monde, pour une raison particulière. C'est qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est celle qui a le plus épuisé les matières premières non renouvelables et les énergies fossiles sur notre territoire. Donc si on n'est pas capable d'accélérer la transition énergétique, d'accélérer la conversion écologique de nos économies, et de nous passer de toutes ces matières premières non renouvelables et de cette énergie fossile, si vous voulez, c'est pas simplement une histoire de laisser un petit quelque chose à nos arrière-petits-enfants ou d'être gentil avec les gens du Sud pour leur laisser un peu de pétrole pour se développer eux aussi. Si on n'est pas capable de faire ça maintenant, on ne s'en sortira pas et notre modèle social ne pourra pas résister parce que notre fric sera pompé. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on paye de plus en plus cher au reste du monde pour les matières premières et l'énergie fossile qu'on utilisera chez nous. Alors, on l'a un peu oublié sur les 4-5 dernières années parce qu'avec la crise, et la crise de la zone euro en particulier, les prix des matières premières ont beaucoup baissé, le prix du pétrole a beaucoup baissé. Mais attention, c'est déjà en train de se terminer. Hein. On est en train de revenir à 2% d'inflation parce que le prix du pétrole est en train de remonter, etc., etc. Donc si on n'est pas capable, nous, d'accélérer en Europe et en France la transition énergétique et la conversion écologique de l'économie, on n'arrivera jamais à défendre et à maintenir notre modèle social. Une des choses les plus catastrophiques qu'il y ait eu dans la gestion de la crise de la zone euro en Europe, c'est qu'on a fait exactement l'inverse. Hein. C'est que la première chose qu'on a arrêtée, c'est la transition énergétique. En 2011, en 2016, on a dépensé 2 fois moins pour l'investissement dans les énergies renouvelables en Europe qu'en 2011. C'est une catastrophe nationale. Les pays, l'Espagne, le Portugal, c'était des pays qui avaient pris pas mal d'avance sur ce terrain, qui étaient même plus avancés que la France à bien des égards sur les énergies renouvelables. Ils ont complètement tout arrêté parce qu'il fallait faire de l'austérité budgétaire, etc., etc. La Grèce, c'est un pays qui reçoit 1,5 fois plus de soleil que l'Allemagne et qui produit aujourd'hui 50 fois moins d'électricité photovoltaïque que l'Allemagne. Développer le photovoltaïque d'abord en Allemagne et en Autriche, en Europe, c'est juste de la folie furieuse et du gaspillage de capital. Et le photovoltaïque, il faut d'abord le mettre dans les pays du Sud, là où il y a du soleil. Donc là, ce qu'on a fait jusque-là ne va pas. Il faut qu'on réussisse à accélérer la transition énergétique et la conversion écologique de l'économie. Je crois que ça peut être au cœur de la relance de la construction européenne. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui disent l'Europe sociale, l'Europe doit devenir sociale, etc. Je ne crois pas que ce soit possible. L'Europe ne peut pas devenir sociale parce que le social s'est développé dans le cadre des États-nations. On a tous des systèmes sociaux assez développés, mais ils sont quand même assez différents. Et je ne crois pas du tout que moi je verrais, mais ni vous non plus, un système de retraite européen ou un système d'assurance maladie européen. Il y aura peut-être un petit bout d'assurance chômage, mais ça ira pas très vite et ce sera très compliqué. Donc le social, si vous voulez, c'est une des grandes différences entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Aux États-Unis, l'essentiel du budget fédéral, c'est de la défense d'une part et du social d'autre part, Medicaid, Medicare, etc., etc. Et c'est pour ça que le budget des États-Unis, c'est 25% du PIB américain, tandis que le budget de l'Europe, c'est 1% du PIB de l'Europe. Hein. Et je ne crois pas que ça va changer beaucoup, en tout cas très vite. Si vous voulez, la question du social en Europe, c'est pas de savoir si l'Europe peut devenir sociale, c'est de savoir si le fonctionnement économique de l'Europe peut arrêter d'être antisocial, c'est-à-dire de pousser chacun des États à démanteler ses dépenses sociales, etc., etc.
Et ça dépend beaucoup de ce que j'ai commencé à évoquer, sur lesquels on peut progresser, qui est le dumping fiscal. Mais par contre, l'Europe peut être environnementale, parce que les politiques environnementales se sont développées en même temps que la construction européenne. Et vous voyez, la France, c'est un pays qui n'a strictement aucune politique environnementale. Tout ce qu'il y a en France comme politique environnementale depuis toujours, c'est purement et simplement de la transposition en droit français de directives européennes. En général, on les transpose trop tard par rapport à ce qu'on avait promis, on les transpose mal et pas complètement, on ne les met pas en œuvre sérieusement une fois qu'elles sont transposées, et on est condamné par la Cour de justice européenne sur la flotte et sur tout un tas de choses pour ne pas le faire. Mais la France n'a jamais eu de politique environnementale. La seule politique environnementale qu'a la France, c'est une politique européenne, d'ores et déjà. Et donc ça pourrait être, je crois, le cœur de la relance du projet européen, notamment pour une raison, c'est que les Allemands sont quand même écolos, plus écolos que nous. Je sais qu'ils ont du charbon, je sais qu'ils ont des grosses voitures, mais ils ont fait quand même beaucoup plus d'efforts pour développer les renouvelables sur la dernière période, beaucoup plus d'efforts pour améliorer l'efficacité énergétique que nous, etc. Et ils ont peur du changement climatique, et ils sont plus sensibles que nous à ces questions-là. Donc je crois qu'ils pourraient accepter qu'on relance le projet européen beaucoup autour de cette question de la transition énergétique et de la conversion écologique de l'économie. Il faudrait y mettre les moyens, c'est pas les 300 milliards du plan Juncker, c'est plutôt autour de 1000 milliards que ça tourne. Simplement, une des difficultés qu'il y a aujourd'hui, c'est quand vous dites à un Allemand, mais même à un Français, on va mettre 1000 milliards d'euros sur la table pour accélérer la transition énergétique en Europe, et puis on va en donner 200 milliards aux Grecs pour faire du solaire ou de l'efficacité énergétique. L'Allemand, mais le Français aussi, ils regardent avec des grands yeux en vous disant t'es sûr, la dernière fois qu'on a donné 200 milliards aux Grecs, ça s'est pas très très bien passé. Et c'est effectivement un problème politique important si on veut résoudre ça. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui disent qu'il faudrait un Green New Deal, etc., mais ça n'avance pas politiquement, notamment pour ça. Le moyen de résoudre ça, c'est de dire ce fric, il ne doit pas être dépensé via l'État grec, mais via des instances européennes. C'est aujourd'hui ce que fait déjà la Banque européenne d'investissement, une institution européenne qui le fait à petite échelle, notamment dans le cadre du plan Juncker. Il faudrait qu'elle le fasse à beaucoup plus grande échelle. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'elle le fasse comme ça, pas simplement en Grèce ou en Espagne, mais aussi en France et en Allemagne. Et c'est là sans doute que ça coince, parce que ça veut dire quand même que si on fait ça, c'est plus EDF et le corps des mines qui fait la politique énergétique de la France. C'est un nouveau transfert de souveraineté. On dit la politique énergétique, c'est une affaire européenne. Hein. Donc c'est un changement important, mais je crois que ce serait possible et souhaitable en tout cas. Merci monsieur. Vous parlez tout à l'heure de l'Allemagne, et justement j'aimerais y revenir parce que en France on a tendance à prendre le modèle allemand comme exemple. Et justement, dans un de vos livres, Made in Germany, vous expliquez que finalement cette admiration française pour le modèle allemand est assez infondée. Et en quoi et pourquoi est-ce que vous affirmez que c'est infondé? Oui, enfin, je n'affirme pas que c'est infondé. Ce que je dis, c'est que les raisons pour lesquelles on voudrait les copier aujourd'hui ne sont pas les vraies. C'est-à-dire que je pense que oui, une des raisons qui fait que l'industrie allemande est beaucoup plus solide que l'industrie française, c'est notamment la gouvernance des entreprises allemandes, qui n'a rien à voir avec celle des entreprises françaises. Si vous êtes dans une entreprise allemande, le comité d'entreprise n'est pas consulté pour information, il a un droit de veto sur la plupart des décisions managériales importantes. Un dirigeant allemand, il passe beaucoup plus de temps à discuter avec ses représentants au comité d'entreprise qu'avec ses actionnaires. Et ça compte et c'est très important. L'autre chose, c'est que dans un conseil d'administration d'une entreprise allemande, il y a toujours une moitié, enfin des grandes entreprises allemandes, il y a une moitié de représentants des salariés, et pas en tant que salarié actionnaire, en tant que salarié, et à côté d'une moitié de représentants des actionnaires, et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, mais c'est pas aussi négatif qu'on peut le penser en général en France vis-à-vis des actionnaires, parce qu'en particulier, ça a cet avantage sur le fonctionnement des conseils d'administration français aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, ce qui se passe en France, c'est que les patrons manipulent leur conseil d'administration, ils leur racontent ce qu'ils veulent,
sur l'état de la boîte, ses projets stratégiques, etc. Parce qu'il n'y a que les patrons, il y a une asymétrie d'information, comme on dit chez les économistes, on a dû utiliser ce mot souvent chez vous. Il n'y a que les patrons qui savent vraiment ce qui se passe, et les représentants des actionnaires, ils sont obligés de gober ce que les patrons disent. Dans un conseil d'administration allemand, il y a les représentants des salariés. Quand les patrons disent un truc et que ça ne correspond pas à ce que vivent et ce que connaissent les salariés, les représentants des salariés les interpellent en leur disant « T'es sûr de ton truc, t'es sûr que ça va marcher, ton projet, etc. » C'est pas ce que je vois moi sur le terrain aujourd'hui. Donc en fait, les représentants des actionnaires sont mieux informés dans un conseil d'administration allemand que dans un conseil d'administration français. Et donc ils peuvent contrôler plus efficacement la direction des entreprises. L'autre chose qui est très importante au niveau des entreprises allemandes, c'est il n'y a pas de PDG en Allemagne. Toutes les entreprises sont à structure de conseil de surveillance et de directoire. C'est-à-dire que vous avez toujours deux chefs, un président du conseil de surveillance et un président du directoire. Et on ne peut prendre des décisions dans ces boîtes-là que si ces deux chefs s'entendent pour les prendre. Alors ça n'a pas que des avantages, ça fait que c'est des paquebots qui sont difficiles à manier, qui tournent lentement, etc. etc. Mais une histoire comme Vivendi et Jean-Marie Messier, c'est juste pas possible en France. C'est-à-dire que Jean-Marie Messier, c'est un type qui débarque d'un cabinet ministériel parce qu'il était énarque et inspecteur des finances. Il arrive à la tête d'une boîte qui fait de l'eau et des services publics locaux qui s'appelait Général des Eaux à l'époque. Il est content d'être à la tête d'une boîte, mais vraiment l'eau, les services publics locaux, les déchets, tout ça, ça ne l'amuse pas beaucoup. Il préfère Hollywood, le cinéma, etc. Donc il balance l'eau et les déchets en la chargeant avec une énorme dette, ce qui fait que la boîte qui continue à vivre comme ça a toujours du mal aujourd'hui. Et il s'amuse à Hollywood et il fait bouffer ça à son conseil d'administration en lui vendant des salades sur combien ça va marcher tout seul, etc. Et sa boîte fait faillite derrière et ça laisse des milliards d'ardoises. Donc ça, c'est juste pas possible en Allemagne du point de vue de la gouvernance des entreprises. Donc oui, il y a des bonnes raisons d'envier le modèle allemand, notamment sur la gouvernance des entreprises. C'est un truc que j'ai essayé de vendre à Bon, là, de dire, j'avais déjà essayé avec Hollande avant, leur dire, puisque Sarko vous embête avec le modèle allemand, il faut dire oui, il faut copier le modèle allemand, on va adopter la gouvernance d'entreprise allemande en France. Bon, les socialistes n'ont jamais marché parce qu'en fait, ils sont tenus par les énarques, et les énarques, ils aiment bien les PDG qui ont tous les pouvoirs, etc. Oui, il y a d'autres raisons sur l'apprentissage, etc. Il y a des tas de choses qu'il faut copier. Ce que je disais simplement, c'est que c'est pas du tout les réformes Schröder qu'il faut copier, parce que l'Allemagne s'en est sortie, non pas grâce aux réformes Schröder, mais malgré les réformes Schröder sur la dernière période. Elle s'en est sortie parce que les réformes Schröder ont plutôt développé la pauvreté, les inégalités, mise en cause les fondements du système, de l'efficacité du modèle allemand sur ce plan-là. Elles ont affaibli en particulier le poids des conventions collectives, donc il y avait de plus en plus de gens qui échappaient aux conventions collectives. Ce qui fait d'ailleurs que pour réparer les dégâts de Schröder, ce qu'ont fait les Allemands, c'est qu'ils sont en train d'adopter des éléments essentiels du modèle social français, à savoir le SMIC et aussi l'extension des conventions collectives. C'est-à-dire en Allemagne, les gens sont couverts par une convention collective uniquement quand la boîte, quand le patron de la boîte adhère au syndicat patronal qui signe la convention collective. Ce qui fait qu'en Allemagne, il n'y a plus que la moitié des salariés qui sont couverts par une convention collective. En France, on a un système qui s'appelle l'extension des conventions collectives, qui fait que vous avez dans une branche d'activité, il y a 3 patrons et 3 syndicalistes qui signent une convention collective. Derrière, l'État dit que cette convention collective s'applique à tous les salariés de la branche. Ce qui fait qu'en France, il y a 98% des salariés qui sont couverts par des conventions collectives. Donc comme en Allemagne, il y avait de moins en moins de gens couverts, ils sont en train d'adopter un système à la française là aussi. Enfin bon. Donc pour corriger les défauts, les problèmes générés par les réformes Schröder, ils sont en train d'adopter des éléments centraux du modèle social français, et c'est au moment où nous, on veut copier les réformes Schröder. Mais s'ils s'en sont sortis, c'est malgré les réformes Schröder pour 3 autres raisons.
que je vais résumer brièvement. La première, c'est la démographie. Les Français sont persuadés qu'une des forces de l'économie et de la société française, c'est qu'on ait beaucoup d'enfants. En fait, non, c'est une catastrophe. Parce que les enfants, ça coûte très cher. Il faut leur payer des vêtements de marque, il faut leur payer des téléphones portables, il faut construire des classes pour et payer des profs pour les éduquer. Si vous voulez, l'Allemagne, c'est un pays où on entasse beaucoup moins d'élèves dans les classes qu'en France et où on paye beaucoup mieux les profs qu'en France. Et simplement, c'est un pays qui dépense un point de PIB de moins que nous pour l'éducation, parce que quand il n'y a pas de gamins, ça coûte moins cher. L'autre effet majeur que ça, de ne pas avoir de gamins, c'est la pression sur l'immobilier. La France, c'est un pays qui a gagné 5 millions d'habitants depuis le début des années 2000. L'Allemagne, c'est un pays qui en avait perdu 500 000. Ils sont en train de regagner un peu avec les réfugiés, mais il y a un écart majeur là-dessus. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2,5 chez nous depuis 20 ans, alors qu'ils n'avaient pas bougé jusqu'à ces toutes dernières années en Allemagne. Bon, là maintenant ça monte, ça inquiète beaucoup les Allemands, mais l'écart reste toujours de 1 à 3. Si vous voulez, à Paris, on ne trouve rien en dessous de 10 000 € par mois, du mètre carré. À Francfort, qui est la city de l'Allemagne, c'est là où il y a la BCE, la Deutsche Bank, etc., un appart, ça coûte 3 000 € du mètre carré. On est dans un ratio de 1 à 3 sur le coût du logement entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Donc quand vous n'avez pas de gamins à nourrir et que le prix du logement ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de pression démographique sur l'immobilier, vous tolérez beaucoup plus aisément une austérité salariale prolongée qu'en France. En France, il n'y a eu aucun dérapage salarial dans les années 2000. On est un des pays d'Europe où les coûts salariaux ont le moins augmenté, beaucoup moins qu'en Espagne, en Italie, etc. etc. Et c'est vrai qu'ils ont encore moins augmenté en Allemagne, notamment pour cette raison-là, qui n'a rien à voir avec les réformes Schröder. Le deuxième truc, c'est que l'Allemagne a profité à fond de la chute du mur. Alors quand vous dites ça à des Allemands, ils vous regardent avec des grands yeux, parce qu'ils ont l'impression que ça leur a coûté vachement cher, qu'ils continuent à payer des impôts pour l'Est, etc. etc. D'une part, la chute du mur en Allemagne même n'a pas eu des inconvénients, parce que ça a fait plein de chantiers pour l'économie allemande. Ils ont été très traumatisés parce qu'ils n'ont plus d'excédent extérieur pendant ce moment-là. Donc ils ont eu des comptes extérieurs équilibrés, voire un peu déficitaires pendant toutes les années 90 avec la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. C'est très traumatisant pour un Allemand, mais en fait c'est quand même pas plus con de dépenser son argent chez soi que d'avoir des grands excédents extérieurs et de prêter cet argent aux Grecs qui ne vous le rendent pas. Donc c'était pas forcément plus mal pour l'économie allemande. Ça a fait aussi qu'ils ont pu construire des usines toutes neuves en Allemagne de l'Est avec des subventions européennes, ce qui était un avantage par rapport à nous, etc. etc. Mais surtout, ça a fait que l'industrie allemande a mis la main en gros sur l'industrie des pays d'Europe centrale et orientale. Bon, les Français, les industries françaises l'ont fait un peu, mais beaucoup moins que l'industrie allemande. Si vous voulez, avant la chute du mur, le pays à bas coût qui fournissait l'Allemagne en sous-traitance, c'était la France. Après la chute du mur, c'est la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, etc., etc. Simplement, quand vous basculez de la France à la Pologne, il y a un écart de 1 à 10 sur le coût du travail. Même si les salaires ont beaucoup augmenté en Pologne ces dernières années, il y a encore aujourd'hui un écart de 1 à 10. Donc quand vous basculez de la France vers la Pologne, vous gagnez en compétitivité extérieure. Donc les produits que vous fabriquez avec des pièces qui viennent de Pologne, au lieu de venir de France, ils valent moins cher, ils coûtent moins cher, et vous pouvez les vendre moins cher sur le marché mondial. Donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle l'Allemagne a profité, s'est bien redressée. C'est surtout devenu sensible dans les années 2000, si vous voulez, dans les années 90, c'était quand même un peu encore chaotique en Europe centrale et orientale. C'est dans les années 2000 que ça s'est stabilisé, c'est là qu'ils en ont profité à plein. Les industriels français essayent de faire la même chose. Je ne sais pas si vous suivez ces choses-là, mais quand Hollande va au Maroc, il discute de co-développement et de choses comme ça. En gros, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec vous comme les Allemands ont fait avec les pays de l'Est. Ils ont construit des usines à Tanger, etc., etc. Bon,
Il ne vous a pas échappé sans doute que la tradition industrielle de la Tchéquie et la tradition industrielle du Maroc et du Maghreb, ce n'est pas tout à fait la même chose, que la stabilité sociale et politique de l'Europe centrale et orientale, même si ça secoue un peu, c'est quand même pas la même chose que le Maghreb, etc. Ça reste compliqué pour nous. Et la troisième chose, c'est que l'Allemagne a profité à fond de sa spécialisation dans les machines et dans les grosses voitures au moment où les pays du Sud, l'Inde, enfin la Chine principalement, a explosé. Si vous voulez, quand les pays du Sud s'industrialisent, c'est partout des machines allemandes qu'on installe et pas des machines françaises, parce que les machines françaises, ça n'existe plus. Les seuls biens d'équipement qu'on sache produire en France, c'est les centrales nucléaires, dont personne ne veut. Donc quand on construit des usines partout en Chine, même quand Renault construit son usine à Tanger, c'est des machines allemandes qu'on exporte dans le monde entier. Et ça, ils en profitent. Et l'autre truc dont ils profitent, c'est les grosses voitures. Donc quand un pourcentage non infime des 1,4 milliard de Chinois devient suffisamment riche pour s'acheter, ou plus exactement se faire acheter par sa boîte ou par l'État une grosse voiture, ils achètent des Audi, des Mercedes et des Porsche, etc., et pas des Renault et des Citroën. Et donc c'est aussi ça qui a fait que l'Allemagne s'en est sortie industriellement dans les années 2000, mais c'est l'ensemble de choses qui n'ont strictement rien à voir avec la réforme Schröder. Mais c'est vrai que ça explique pourquoi ils s'en sont sortis. Le problème, c'est que les Allemands, aujourd'hui, sont convaincus que c'est à cause des réformes Schröder qu'ils s'en sortent moins mal que les autres. Le problème, c'est que c'est tragique pour l'Europe, parce que les réformes Schröder n'ont pas eu des conséquences encore plus négatives qu'elles n'ont eu pour l'Allemagne et pour l'Europe, uniquement parce que les Allemands étaient seuls à faire ça à ce moment-là, et qu'au même moment, il y avait les Grecs, les Espagnols, les Italiens, etc., qui s'endettaient pour acheter des produits allemands. Mais si on s'y met tous ensemble en Europe à faire l'équivalent des réformes Schröder et qu'eux ne desserrent pas vraiment leur ceinture parce qu'ils ont toujours des excédents extérieurs très importants, l'Europe est morte et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ça le drame actuel et la difficulté qu'il y a avec la politique que veulent M. Scholz et Mme Merkel en Europe. Merci. Donc on va maintenant s'intéresser spécifiquement à la France. Tout d'abord, vous vous attaquez à tous les stéréotypes qu'on a sur les Français dans un de vos livres, et notamment au fait qu'on serait paresseux. Et à votre avis, d'où viennent tous ces clichés qu'on a sur les Français finalement? Et en quoi sont-ils faux finalement? Oui, ils ne sont pas tous faux, il y a plein de choses qui fonctionnent mal en France, mais effectivement, cette histoire, en tout cas de paresse et de critique des 35 heures sous cet angle-là est tout à fait fausse. Les Français figurent parmi ceux au monde qui travaillent le moins longtemps chaque semaine, mais pour autant, la plupart de ceux qu'on nous donne en modèle travaillent encore moins longtemps chaque semaine. Donc c'est les Néerlandais, nous on travaille en gros 35 heures par semaine en moyenne pour les salariés. C'est la moyenne de la zone euro. Les Anglais travaillent à peu près autant que nous, chaque semaine en moyenne. Les Allemands travaillent moins longtemps que nous, plutôt 1 heure moins que nous en moyenne. Les Néerlandais travaillent 30 heures par semaine, c'est eux qui travaillent moins longtemps. Mais les pays scandinaves qu'on nous donne en modèle aussi très régulièrement, le Danemark, etc., travaillent aussi moins longtemps que chaque semaine que nous. Il y a des gens qui travaillent plus longtemps que nous en Europe. C'est la Turquie, c'est la Grèce, c'est la Roumanie. Alors, on peut vouloir aller dans cette direction-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens ni du progrès social, ni du progrès économique. Les pays les plus riches et les plus développés ont tendance à être ceux qui travaillent le moins longtemps, où le temps de travail est le plus faible. Et d'autre part, si on était paresseux, ça se verrait sur la question de la productivité, donc combien produit de richesse un salarié chaque année. Or, on est, malgré les 35 heures, toujours des champions du monde de la productivité. Un Français qui occupe un emploi produit 15% de richesse en plus chaque année qu'un Allemand, qu'un Italien, qu'un Anglais, etc. etc. On est parmi les champions du monde de la productivité à l'échelle mondiale, et c'est plutôt un problème qu'autre chose, parce que c'est aussi le signe que, en particulier, le stress est assez important, la pression est assez importante sur les salariés français par rapport à d'autres pays. La seule spécificité française,
c'est la manière dont on répartit ce temps de travail entre le temps partiel et le temps plein. C'est vrai que les salariés à temps plein français sont ceux qui travaillent le moins longtemps en Europe, avec les Finlandais et les Irlandais, mais c'est compensé par le fait qu'on a plutôt moins de travail à temps partiel que le reste de l'Europe, et que les gens qui travaillent à temps partiel travaillent plutôt plus longtemps qu'en moyenne dans le reste de l'Europe. Et ça traduit une seule chose, c'est un choix de société sur la place des hommes et des femmes, parce que le temps partiel en France comme partout ailleurs, c'est du temps partiel féminin à 90%. Ça traduit une seule chose, c'est le choix de société par rapport à la place des hommes et des femmes sur le marché du travail et dans l'emploi. Donc le choix qu'on a fait avec les 35 heures, c'est de réduire le temps de travail des hommes et des femmes, ce qui fait que, et pas dans les mêmes proportions, parce que comme les femmes étaient souvent à temps partiel, en fait leur temps de travail n'a pas été réduit au moment du passage des 35 heures, donc on a rapproché le temps de travail moyen des hommes et des femmes. Il y a un écart qui est encore de 4 heures, mais simplement ce même écart, il est de 10 heures en Allemagne. La réduction du temps de travail depuis les années 80 en Allemagne et en France a été très similaire en termes de pente, de niveau, etc. On a réduit dans les mêmes proportions de temps de travail en France et en Allemagne. Simplement, en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réduit d'abord le temps de travail des femmes. Donc, un salarié français, homme, travaille 1 heure de moins un tiers d'égalité homme-femme, notamment parce qu'il y a une inégalité qui perdure, c'est l'inégalité de temps de travail hors du travail domestique, donc qui reste très forte et qui se réduit très peu. Donc les femmes travaillent presque autant que les hommes, enfin l'écart est relativement faible par rapport à ce qu'il est en matière de travail rémunéré, mais là-dessus il y a beaucoup de travail domestique et les inégalités restent très fortes. Donc on n'est pas devenu un parangon de vertu en matière d'égalité hommes-femmes grâce à ça, les pays scandinaves sont beaucoup mieux que nous, etc. Mais on a eu raison quand même de viser quand même plutôt ça. Est-ce que c'est un inconvénient en matière économique? Je ne crois pas. Le travail à temps partiel, c'est pas très productif. Si vous voulez, quand vous allez arriver au boulot, vous perdez 10 minutes à prendre un café, à discuter avec les collègues sur qu'est-ce qu'il y avait à la télé hier soir, le petit dernier, ça dent, etc. etc. 10 minutes avant de partir, vous commencez à penser aux cours, le petit dernier qu'il va falloir aller chercher, etc., etc. Vous perdez 20 minutes. Si vous perdez 20 minutes sur 4 heures parce que vous êtes à mi-temps, c'est compte beaucoup plus en proportion que si vous perdez 20 minutes sur 8 heures parce que vous êtes à plein temps. Et puis d'autre part, si vous travaillez à mi-temps et qu'il y a plusieurs mi-temps plusieurs temps partiels qui se relaient sur un poste de travail, il faut se coordonner, se transmettre des informations, etc. C'est coûteux, c'est pas optimal. Et d'autre part, pour faire une fiche de paye pour quelqu'un qui a mi-temps, ça coûte aussi cher en termes de RH, etc., qu'une fiche de paye pour quelqu'un qui a plein temps. Donc c'est pas productif, et c'est une des raisons pour lesquelles on est très productif. C'est pas productif d'avoir beaucoup de travail à temps partiel. Donc pour toutes ces raisons, c'est pas un problème. Pour autant, mais je sais pas si... Ouais, je vais vous faire le topo quand même. Pour autant, les 35 heures ont été vécues, et les 35 heures, ça s'est bien passé. Il y a eu 2 millions d'emplois créés à cette époque-là. C'est pas directement par les 35 heures, mais quand même, les 35 heures ont plutôt topé l'économie française à ce moment-là. Il y a eu de la croissance partout, mais il y a eu plus de croissance en France qu'ailleurs, et beaucoup plus d'emplois en France qu'ailleurs. Les comptes extérieurs du pays étaient équilibrés à ce moment-là, les comptes publics étaient équilibrés à ce moment-là. Jospin est le seul à avoir réduit l'endettement public par rapport au PIB durant cette période-là, et les comptes sociaux en particulier étaient équilibrés. Ça s'est plutôt bien passé, mais ça a été mal vécu par les Français. 15 ans après, tout le monde critique encore les 35 heures, les socialistes n'osent pas les défendre, etc. Je pense que c'est là aussi une question de théorie des jeux qui est assez simple à comprendre. C'est qu'en fait, les 35 heures, ça consiste à augmenter les salaires horaires de 10%, mais les salaires mensuels de tous les gens ont été bloqués pour limiter l'impact sur les entreprises. Donc les gens qui avaient un emploi, ils n'ont pas regardé qu'ils avaient plus de congés, ils ont regardé que leur salaire était bloqué, ils étaient mécontents.
assez souvent, on a réorganisé le travail, on a supprimé quelque chose, on a mis un peu de pression sur le travail, etc. Donc on leur a mis la pression, ils étaient mécontents. Donc en gros, vous faites 18 millions de mécontents dans un truc comme ça, et vous avez 2 millions de contents, les gens qui ont trouvé un boulot, grâce à ça. Mais même les 2 millions de contents, 3 semaines après qu'ils aient trouvé un boulot grâce à ça, ils se disent plus que c'est grâce aux 35 heures qu'ils ont trouvé un boulot, et ils commencent à gueuler avec les autres sur le blocage des salaires, les conditions de travail qui sont trop dures, etc., etc. Donc tout le monde est mécontent. C'est une question de théorie des jeux, c'est-à-dire que ça a été optimal pour l'ensemble de la société, mais ça ne l'est pas pour chacune des personnes concernées. C'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure pour l'Europe, c'est-à-dire que ce qui est optimal pour l'ensemble n'est pas forcément optimal pour chacune des personnes. Et c'est compliqué de faire ce lien, c'est compliqué en particulier dans une société comme la France, où il y a très peu de corps intermédiaires qui sont capables de faire le lien entre le macro et le micro, donc la situation individuelle et la situation collective. Mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai déjà été très long sur ce point-là, alors je vous laisse reprendre. 10 minutes. Donc on va aller vite. Très brièvement, vous nous expliquez que le sentiment d'un déclin ininterrompu du pays par rapport à un âge d'or fantasmé, où la France était un modèle pour le reste du monde. Il faut qu'on passe au-dessus de ça, faut qu'on accepte qu'on ne soit plus jamais une grande puissance. Et on fait quoi alors? On accepte d'être une grande puissance moyenne et on en reste là? Parce que moi, par exemple, sur ça, c'est un point où je suis complètement opposé à vous, c'est que je pense vraiment qu'on a encore les moyens d'être une grande puissance, qu'on a une histoire derrière qui nous permet, qu'on a des avantages, et qu'au prix des réformes, on peut rester une grande puissance aujourd'hui. Vous dites qu'on est plus qu'1% de la population mondiale. Le Japon, c'est jamais que 2%. Et pourtant, ça reste une grande puissance mondiale. Alors, pas forcément politique, mais au moins au niveau économique. Oui, si vous y réfléchissez un peu, c'est pas surprenant que les 3 pays développés qui sont le plus ancrés sur le plan politique aujourd'hui, ce soit les États-Unis avec Trump, la Grande-Bretagne avec le Brexit, et la France avec le Front National. Donc c'est les 3 grandes puissances impériales des 3 derniers siècles. C'est les 3 grandes puissances qui ont dominé le monde pendant 3 siècles. Et effectivement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles elles sont en crise sociale et politique aussi profonde, c'est que leurs populations ont du mal à accepter la nouvelle donne mondiale qui est que le président français, c'est le président de 66 millions d'habitants dans un monde qui en compte 7,5 milliards. C'est moins de 1% de la population mondiale. Alors, sur le plan économique, on en pèse encore 4%, mais ça décroît très régulièrement et j'espère que ça va continuer à décroître parce que ça voudra dire que les inégalités de revenus à l'échelle mondiale continuent à décroître, ce que je souhaite. Donc je ne vois pas de solution à ce qu'on retourne vers cette pseudo-âge d'or qui en plus a toujours été plutôt quelque chose qui n'a pas vraiment profité aux Français ordinaires. Hein, je veux dire, Louis XIV, le roi Soleil, Versailles, etc. C'est une période où les Français ils bouffaient des pissenlits par la racine. C'était des périodes de famine. Alors c'était pas simplement de la faute du roi, il y avait aussi des événements climatiques déjà à l'époque, le petit âge glaciaire, etc. Mais le roi de France, il n'était pas capable de nourrir sa population pendant qu'il faisait la fête et qu'il faisait Versailles. Hein. Donc on a toujours, enfin les rois, il reste toujours des trucs spectaculaires qui impressionnent les peuples millénaires après, mais quand vous réfléchissez à ce que c'est qu'une pyramide égyptienne, c'est juste de la folie furieuse de construire des trucs comme ça dans des époques comme ça, et ça a dû impliquer une misère incroyable pour des millions d'Égyptiens à ce moment-là du fait de cette construction. Donc là, et c'est pareil pour nous, donc Napoléon, oui, il a écouté des drapeaux français, mais ça fait un certain nombre de centaines de milliers de morts, enfin presque autant de morts relatifs que la guerre de 14-18 en France, et ça n'a pas été un cadeau pour la France. Quant aux colonies françaises, non seulement ça a été une boucherie incroyable, enfin, si vous voulez, l'Algérie, c'est un pays où on estime qu'il y avait entre 3 et 5 millions d'habitants au début des années 1800. Il en restait 2,5 à la fin du siècle, grâce à l'action émancipatrice et civilisatrice de l'armée française. Hein.
Ça a été une boucherie incroyable, la conquête de l'Algérie, et 100 ans après, ça continue, enfin 150 ans après, ça continue à gâcher nos relations avec le reste, avec l'autre côté de la Méditerranée. Et d'autre part, ça n'a eu aucun impact positif sur le plan économique. Donc, les colonialistes, comme les anticolonialistes, ont toujours dit c'est grâce aux colonies que les pays du Nord se sont développés, etc. C'est pas si vrai que ça. Si l'Espagne a loupé le virage industriel, c'est à cause justement de ces colonies en Amérique du Sud, parce que c'est devenu un pays rentier qui vivait sur l'or qu'ils importaient d'Amérique du Sud. Et pour la France, ça a plutôt coûté plus cher à la France que ça ne lui a rapporté. C'est pas pour rien que l'Allemagne s'est développée industriellement beaucoup mieux que la France dans le XXe siècle. C'est parce qu'elle n'avait pas de colonies. Donc c'est... et les États-Unis, c'est un peu la même histoire. Donc on peut penser que les États-Unis, aux États-Unis même, c'est un peu colonial, mais s'ils se sont développés comme ça, c'est qu'ils n'avaient pas de colonies, en tout cas dans le monde, comme le Royaume-Uni et la France. Donc il n'y a pas de raison de regarder dans le rétroviseur, je pense, enfin, sauf des mauvaises. Mais effectivement, il faut s'habituer à être une petite puissance. Donc De Gaulle avait réussi ce miracle particulier de faire croire aux Français qu'ils restaient une grande puissance, même sans leur empire colonial, et qu'ils pouvaient continuer à parler d'égal à égal avec les Chinois, les Américains, etc. C'était déjà du pipeau du temps de De Gaulle, mais c'est encore plus du pipeau aujourd'hui. Notre seule chance, c'est effectivement la construction européenne et de construire quelque chose avec les autres à l'échelle européenne. Le problème qu'il y a là-dessus aujourd'hui, ce qui me semble le plus freiné, c'est que les Français ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus changer l'Union européenne, que l'Union européenne c'est un truc allemand, et que soit il faut faire ce que les Allemands veulent, soit il faut la quitter. Je crois que c'est une très mauvaise appréciation du rapport de force. L'Europe, elle a aujourd'hui essentiellement des problèmes géopolitiques, en Ukraine, etc., et en Syrie, et du côté du Maghreb, etc. Et sur ce plan-là, les gens qui pèsent, c'est quand même plus la France avec sa dissuasion nucléaire, sa place au Conseil de sécurité, que l'Allemagne. Alors j'ai dit beaucoup de mal de notre empire colonial, mais ça nous donne quand même des liens plus étroits que l'Allemagne vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, etc. Et c'est dans les relations avec l'Afrique que ça va se jouer au XXIe siècle pour l'Europe. On le voit déjà bien avec la crise des réfugiés, etc. Donc on est mieux placé que l'Allemagne sur ce plan-là pour jouer un rôle. On peut passer un deal avec l'Allemagne sous l'angle, ok, on intègre beaucoup plus de choses, notamment sur les politiques étrangères, notamment sur la défense, et en échange, vous acceptez une politique économique moins stupide, et on fait ensemble de grandes choses en matière environnementale, etc., comme je l'ai dit. Je pense que c'est beaucoup plus jouable que les Français le pensent, et la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que les Français pensent que c'est pas possible. Et s'ils arrivaient à penser que c'était possible, je crois qu'on pourrait le faire. Merci beaucoup. On va donc passer aux questions. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question un peu longue. Vous semblez avoir de l'espoir, mais vos recommandations me semblent difficiles à suivre. Mais le but de la question n'est pas de parler de ces recommandations, mais on va les passer quelques-unes en revue. Donc, responsabilisation des multinationales, alors que les lobbies sont extrêmement puissants au Parlement européen. Transition écologique de l'Union européenne, alors que ça ne semble pas être la priorité des électeurs en ce moment. Fin des paradis fiscaux, alors que même au sein de l'Europe, on est obligé d'en tolérer un extrêmement puissant, et qu'on a vu encore que Barclays avait 1 milliard de bénéfices, enfin déclaré 1 milliard de bénéfices au Luxembourg, et dépasser le mythe des réformes Schröder, alors qu'elles sont encore vendues. Enfin, c'est quelques-unes de vos recommandations. Et je vous remercie de communiquer plutôt avec nous vos expériences. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous craignez si jamais on ne suit pas ces recommandations? Parce que je crois que c'est important que vous nous disiez.
Pas surtout les trucs que vous avez critiqués, je pense qu'on avance quand même, enfin, on peut avancer, et on avance beaucoup plus que ce que vous pensez sans doute. Sur les paradis fiscaux, si on est capable justement d'isoler, ne serait-ce que d'être capable d'isoler ces informations dites et les présenter dans le débat public, c'est en fait un affaiblissement extraordinaire des paradis fiscaux. C'est pas le signe que ça n'existait pas, qu'on ne le disait pas. C'est justement que ça paraissait, d'une part ça restait caché, et d'autre part ça paraissait tellement inatteignable que personne ne se donnait la peine d'essayer de le dénoncer pour lutter contre ça. Aujourd'hui c'est possible. Je pense qu'en particulier le fait que le président de la Commission européenne soit l'ancien Premier ministre du Luxembourg, c'est une très bonne chose pour ça. Parce que d'une part, les voleurs font des très bons gendarmes, parce qu'ils savent comment ça marche. Et d'autre part, je pense que par rapport à un autre président de la Commission, d'un autre État, il est en position tellement contrainte sur ce sujet-là qu'il est au contraire obligé d'en faire plus que quelqu'un d'un autre État qui aurait été à sa place. Donc je pense que c'est des sujets, par exemple, sur lesquels on avance à l'échelle internationale avec l'OCDE de manière importante. Alors il faudra voir ce que ça donne avec Trump, mais il s'était passé des choses très importantes. Si vous voulez, ça fait 100 ans qu'on nous dit le secret bancaire helvétique, suisse, on ne peut rien y faire, ils ne changeront jamais, etc., etc. Il a suffi que les États-Unis se décident enfin, et c'est pas l'Europe, mais les États-Unis se décident enfin à se fâcher et à dire si les banques suisses veulent continuer à faire des affaires aux États-Unis, il faut qu'elles nous disent combien et qui sont les Américains qui ont des comptes chez eux. Il a suffi qu'ils fassent ça pour que, en 3-4 ans, le secret bancaire suisse, ce soit fini. Donc, j'ai déjà insisté là-dessus. Je crois que c'est tout à fait possible et qu'on va y arriver. Bon, qu'est-ce qu'on peut craindre? Oui, le problème c'est que la peur n'évite pas le danger, mais c'est vrai que le paradoxe... donc, l'Allemagne avait le plus subi les suites de la crise de 1929 et des politiques qui étaient déjà des politiques de baisse du coût du travail, d'austérité budgétaire qui avaient été menées en toute l'Europe, et ça avait donné le nazisme. Le paradoxe, c'est que, bien qu'ils aient cette expérience-là, ils imposent dans toute l'Europe des politiques déflationnistes assez similaires, et que ça donne que, en France en particulier, c'est d'abord en France cette fois que ça peut se passer, l'extrême droite peut gagner, éventuellement dès cette fois. Enfin, c'est vrai que s'il y a un deuxième tour, Fillon-Le Pen, je ne mets pas ma main au feu sur le résultat. Mais même Macron-Le Pen, ce sera sans doute beaucoup plus juste que ce que donnent aujourd'hui les sondages. Mais il peut aussi gagner le coup d'après, surtout si on continue les mêmes politiques qu'aujourd'hui, ce qui est un peu ce que veut faire M. Macron. Le risque est non négligeable que ça renforce encore le Front National par la suite. Donc oui, si l'extrême droite gagne en France, c'est probablement la fin de la construction européenne, c'est la reprise des conflits en Europe, c'est le fait que tout ce que je vous ai dit sur la transition énergétique, tout ce qu'il faudrait qu'on fasse ensemble et qu'on n'a que des chances de faire ensemble ne se fait pas, et c'est une évolution catastrophique pour la France et pour l'Europe. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on peut craindre le plus. L'autre chose qu'on peut craindre le plus à l'échelle mondiale, c'est qu'on n'arrive pas à se mobiliser suffisamment pour limiter le changement climatique et affronter la crise écologique à l'échelle planétaire. Mais après, comme je vous l'ai dit, la peur n'évite pas le danger. Et moi, je suis assez partisan de la formule de Gramsci, donc le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je crois qu'il faut essayer de voir un peu les verres à moitié pleins plutôt que les verres à moitié vides. Et très sincèrement, je pense qu'il y en a plus que ce qu'on imagine en général.
plusieurs questions. Bonsoir. C'est juste qu'on a beaucoup parlé de préservation du modèle social français et j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur en quoi l'arbitrage que doit réaliser en fait l'État entre augmentation de son niveau d'endettement et préservation justement de son niveau, de ses prérogatives sociales est différent vraiment de celui que doit réaliser l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est inconcevable qu'une entreprise continue à fonctionner avec un taux d'endettement qui soit pratiquement égal à 100%. Et pourtant, aujourd'hui, la France est un pays endetté. Et comment est-ce qu'on réussit à préserver notre modèle social français est-ce que justement, cette dette, elle n'a pas justement un rôle à jouer? Alors, d'une part, vous vous trompez. C'est-à-dire que les entreprises sont très déficitaires si on comptait leurs résultats et de la même manière qu'on compte pour l'État. C'est une des différences trompeuses entre la comptabilité d'entreprise et la comptabilité nationale. Mais les entreprises, et c'est bien qu'elles le fassent comme ça, elles investissent en général plus qu'elles ne gagnent de bénéfices, et donc elles s'endettent elles aussi chaque année. Et d'autre part, cet endettement est aussi assez rapidement croissant sur la dernière période. Pour l'instant, ce n'est pas forcément un problème davantage pour les entreprises que pour l'État, parce que la baisse des taux d'intérêt se traduit par une forte baisse de la charge d'intérêt, tant pour l'État que pour les entreprises, par rapport au PIB pour l'État et par rapport à la valeur ajoutée pour les entreprises. Mais en tout cas, l'idée que les entreprises sont profitables alors que l'État est déficitaire est une idée fausse qui est liée à la présentation différente et à la comptabilisation différente entre comptabilité privée et comptabilité nationale. Mais au-delà de ça, nous, on fait partie aussi à Alternative Économique, on est tout à fait partisans de dire qu'il faut maîtriser et limiter l'endettement public. Il n'y a aucune raison de considérer que ce soit normal qu'un des premiers postes de dépenses du budget de l'État, ce soit la charge des intérêts de la dette, avant l'éducation nationale, l'environnement, voire la défense, etc. etc. Ce n'est pas son boulot de rembourser de la dette, c'est son boulot de produire des biens publics, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, c'est très important de maîtriser la dette publique. Les gens qui laissent filer la dette publique, c'est d'ailleurs toujours des gens de droite. Parce que les gens qui laissent filer la dette publique, c'est les gens qui préfèrent emprunter de l'argent aux riches plutôt que de leur faire payer des impôts. C'est Ronald Reagan aux États-Unis, c'est Bush aux États-Unis, c'est Berlusconi en Italie, c'est M. Balladur ou M. Sarkozy en France. C'est ces gens-là qui creusent, qui font bondir la dette publique parce qu'ils préfèrent emprunter de l'argent aux riches plutôt que de leur faire payer des impôts. La question qui se pose après, c'est oui, il faut maîtriser la dette publique, mais il faut la maîtriser efficacement. Et un des reproches qu'on peut faire aux politiques d'austérité, d'aide qui sont menées en Europe actuellement, c'est que justement, ça n'aboutit pas à réduire l'endettement public. Alors, le cas le plus catastrophique et le plus illustratif, c'est évidemment celui de la Grèce, où les politiques d'austérité qu'on a fait subir à ce pays ont amené sa dette publique à bondir à 170% du PIB, bien qu'on en ait déjà annulé une partie. Mais si vous voulez, si vous avez deux États, ils ont tous les deux 100% de dette publique au début de l'année. Il y en a un qui fait des très gros efforts pour réduire son déficit. Il a 0% de déficit cette année-là. Et comme il a fait des très gros efforts pour réduire son déficit, son économie stagne, il a 0% de croissance, et il se retrouve un peu dans la déflation, c'est-à-dire que les prix baissent de 1%. Donc 100% de dette publique au début de l'année, 0% de croissance, 0% de déficit, moins 1% sur les prix. Il termine avec combien d'endettement public rapporté au PIB ?
il termine avec 101% de dette publique. Sa dette publique a augmenté. Enfin, son ratio de dette publique sur PIB a augmenté. Vous en avez un autre, il a 100% de dette publique au début de l'année, et il va mollo pour réduire ses déficits, il a 3% de déficit dans l'année, mais comme il est allé mollo pour réduire ses déficits, il a aussi 2% de croissance et 2% d'inflation. Il termine l'année avec combien de dette publique? Il termine l'année avec 99% de ratio de dette publique sur PIB. Son endettement s'est réduit. Ça, c'est le contraste un peu entre ce qui s'est passé en Europe, le modèle 1 depuis 2010, et ce qui s'est passé aux États-Unis, le modèle 2 depuis 2010. C'est très facile d'avoir sur ce sujet-là des politiques contre-productives et qui ne marchent pas, y compris sur le plan du désendettement. Et le désendettement est une affaire sérieuse, mais elle est justement menée sérieusement et pas idéologiquement. Et les gens qui prônent l'austérité budgétaire à tout crin, en général, ont des résultats négatifs sur ce plan-là. Une dernière question peut-être. Bonsoir, Monsieur Duval. Vous venez de parler d'endettement et d'austérité. À l'inverse, un candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, propose d'instaurer un revenu universel. J'aurais voulu savoir si vous, à titre personnel et chez Alternative Économique, vous êtes plutôt favorable à une telle mesure, savoir si vous pensez qu'elle est réalisable, qu'on peut la mettre en place, et si à terme un revenu universel est possible pour tout le monde. Merci. Oui, ça jouait en effet un rôle significatif dans la primaire de gauche, en tout cas dans la campagne. Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, dans l'argumentaire pour le revenu universel, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a une raison qui est souvent mise en avant, c'est de dire, avec les gains de productivité, la révolution numérique, l'emploi va disparaître, et c'est pour ça qu'il faut dissocier revenus et emploi. Alors ça, je pense très honnêtement que c'est une connerie. Parce que d'une part, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que les problèmes qu'on a, y compris en termes d'emploi, ce n'est pas des problèmes de gains de productivité qui accélèrent. On a au contraire des très faibles gains de productivité, et c'est plutôt problématique. Que d'autre part, même pour le futur, si on pense que ça va changer, que la révolution numérique va faire plein de gains de productivité dans le futur, il n'y a aucune raison de penser que ça va pour autant diminuer mécaniquement l'emploi global. Si vous voulez, ça fait 3 siècles qu'on nous raconte cette histoire-là. Il y avait déjà des gens qui, au 19e siècle, détruisaient les métiers à tisser parce que ça allait supprimer l'emploi dans le secteur du textile, etc. etc. Je n'ai aucun doute que la révolution numérique va bouleverser plein de secteurs, supprimer plein d'emplois, à commencer par le mien, notamment le secteur de la presse écrite, qui est déjà très impacté, etc., et qu'il y en aura plein d'autres. Ça va poser des problèmes sociaux colossaux et des problèmes d'accompagnement très importants que les politiques publiques vont devoir mener à bien, etc., etc. Mais je ne vois pas de raison que ça doive mécaniquement aboutir à une baisse de l'emploi total pour deux raisons. D'une part, si vous augmentez la productivité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, si vous augmentez la productivité, ça permet de vendre les biens et les services moins chers. Donc, quand on a mis des chaînes de production pour construire des bagnoles, au lieu de les construire de manière artisanale, on a augmenté la productivité, on a réduit beaucoup l'emploi pour construire une voiture. Mais ça a permis de les produire tellement moins cher qu'il y a plein de gens qui ont acheté des voitures qui ne pouvaient pas les acheter avant. Et pendant des dizaines d'années, l'industrie automobile a employé beaucoup plus de gens que du temps où c'était fabriqué de manière artisanale au début du XXe siècle. Et même si ça ne se produit pas comme ça, le fait que vous puissiez vendre des biens et des services moins chers parce que la productivité a augmenté, ça fait que les gens ont plus de pouvoir d'achat et qu'ils peuvent acheter ou inventer d'autres services, même pas forcément acheter, ça peut être des services publics aussi, d'autres services. Alors, je ne sais pas, c'est comme ça que ça a marché entre l'agriculture et l'industrie, entre l'industrie et les services, c'est le déversement, comme disait le démographe français Alfred Sauvy. Il n'y a pas de raison que ça soit différent demain. Je pense qu'il y a plein de besoins sociaux qui ne sont pas encore bien couverts.
J'ai confiance totale dans la capacité de l'espèce humaine à inventer tout un tas de trucs qui apparaîtront comme absolument